Deuxième sommet des chefs d'État de la CEDEAO et le président Ouattara reconduit pour un second mandat. L'interview de la rédaction ouvre le débat sur l'impact de parler nos langues maternelles. Et puis en Mauritanie, formation des forces africaines à la lutte contre le terrorisme. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Des étudiants qui se retrouvent dans des filières qu'ils n'ont pas choisies, cela arrive très souvent, conséquence des intérêts pour les études et souvent des abandons. Le tutorat dans les universités publiques, c'est la trouvaille du ministère de l'Enseignement supérieur pour mettre fin à ce problème. Enseignants et anciens étudiants sont donc formés à sensibiliser les nouveaux sur leur filière qu'ils devront finir par aimer. Les détails avec Ami Kanga. Être orienté dans la filière de son choix après le bac est le rêve de nombreux bacheliers. Un rêve qui devient vite de l'utopie. La déception au rendez-vous et la motivation qui prend un coup. Juste après le bac, on avait la possibilité de faire 3 choix. Et moi, mon premier choix, c'était la médecine. Le premier choix n'a pas été respecté. Donc, depuis 2008, je suis en sciences de la nature. En 2010, je demandais la médecine. Lorsque les orientations sont sorties, je suis allée regarder, on m'a orienté en odonto. Mais au fil du temps, ces étudiants ont fini par s'y accommoder. Mieux, ils sont séduits par la formation reçue. 5 ans après, je peux dire que, comme on le dit souvent, tout début est difficile. Dans les débuts, ce n'était pas appréciable parce que ce n'était pas mon premier choix. Et au fur et à mesure que les années passaient, j'ai commencé à avoir du goût. Et cette filière, franchement, me tient à cœur maintenant. 3 ans après, je me rends compte que l'odonto, c'est vraiment passionnant. Ces 2 étudiants viennent d'entrer à l'université. Eux aussi n'ont pas eu la chance d'être orientés dans la filière demandée. Je suis parti au net et puis j'ai vu que j'étais en odontostomatologie. Franchement, j'étais pas trop content. Pour pallier cette situation, les responsables de l'université Nangui-Abrogwa initient un séminaire sur le tutorat. 62 enseignants et anciens étudiants sont formés. Le tutorat, c'est de l'assistance spécifique pour permettre aux étudiants d'avancer et d'élever les difficultés qu'ils rencontrent. Ce système de tutorat est en expérimentation. Avec lui, les nouveaux bacheliers pourront aborder les cours dans les facultés avec beaucoup plus d'assurance. Les distributeurs de gaz butane confrontés à des difficultés depuis la hausse du prix du gaz. Certains ont dû fermer boutique, la marge bénéficiaire étant trop maigre. Mais voilà qu'un autre problème pointe à l'horizon, c'est l'installation anarchique des revendeurs sans contrat. Une situation qui préoccupe le syndicat des distributeurs de gaz butane, tenu alors d'une assemblée générale pour en parler. Témoin, Grace Kando dans un commentaire de Thomas Nguissombi. Les difficultés rencontrées par les distributeurs de gaz butane, à les entendre, sont multiples. Elles sont liées à l'installation tout azimut des revendeurs, sans obéir aux règles en la matière, le non-respect de la quantité de remplissage des bouteilles et la difficile répartition des marges bénéficiaires. Nous avons les problèmes d'installation anarchique des revendeurs et puis les prix qui ne sont pas homogènes au niveau des marketeurs. Les grèves des revendeurs nous posent tellement de problèmes que nous ne pouvons pas faire les distributions adéquates. Il se trouve par moment, on n'a pas le produit quand il faut, ou alors les bouteilles ne sont pas remplies comme il faut. On a plein de bouteilles défectueuses, ce qui nous crée des problèmes. C'est pour donc porter plus haut ces préoccupations que le syndicat national des distributeurs de gaz de Côte d'Ivoire a tenu ce jeudi une assemblée générale extraordinaire. Il fallait réfléchir et puis revenir à les normes qui nous sied. Et puis réfléchir comment faire pour que notre coopération grandisse et que notre coopération fasse de telle sorte que la Côte d'Ivoire devienne comme les pays comme le Maroc, l'Algérie, où le gaz est distribué à moindre coût. En termes d'esquisse de solutions, le syndicat souhaite, entre autres, l'établissement de contrats en bonne et due forme entre les distributeurs et les revendeurs, mais aussi un recensement exhaustif des derniers cités afin de limiter les grèves dans la filière. Une autre grogne, celle du groupement des professionnels des taxis-compteurs. Ce groupement dénonce la violation du protocole d'accord signé entre propriétaires de taxis-compteurs et ceux banalisés et le ministère du Transport. Les nombreux problèmes qui minent le secteur décriés au cours d'une conférence de presse en présence de Aimé Kouadio. Yaya Luc, chauffeur de taxi banalisé, continue de conduire sur la ligne Cocody-Plateau. Tout comme lui, de nombreux chauffeurs de véhicules sans couleur précise livrent la concurrence aux chauffeurs de taxi-compteurs.
Et ce, après le délai de 3 mois qui avait été accordé aux chauffeurs pour se mettre en règle. Comme le mentionne le protocole d'accord signé il y a bientôt 4 mois entre les propriétaires de véhicules banalisés, les exploitants et chauffeurs de taxi-compteurs et le ministère des Transports. On ne sait pas où il faut aller pour se mettre en règle. On n'a pas un interlocuteur direct qu'on doit aller voir pour nous mettre en règle. Sinon, nos propriétaires sont prêts, nous-mêmes on est prêts. Le délai est passé. Les propriétaires et chauffeurs de taxi-compteurs ne voient rien venir. Ils crient aujourd'hui au non-respect de l'accord et à la concurrence déloyale. Les transporteurs demandent qu'on mette fin aux prélèvements illicites, illégaux, effectués par les services techniques des districts et des communes d'Abidjan. Ces prélèvements sont appelés des taxes de stationnement qui n'existent nulle part dans les textes en vigueur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous invitons l'ensemble des transporteurs urbains, particulièrement ceux des taxis-compteurs à se rendre dans le centre des impôts pour s'acquitter du paiement de l'unique taxe de transport urbain, conformément à la loi pour éviter la mise en fourrière de leurs véhicules par les agents assermentés pour le contrôle routier. En attendant un écho favorable aux préoccupations du groupement des professionnels du taxi-compteurs, les véhicules de transport banalisés, eux, continuent de faire recette tout simplement. Après 2 jours de concertation, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a fermé ses portes. Mais avant, il a fallu lire le communiqué final et écouter le discours de clôture du président Alassane Ouattara, qui a d'ailleurs été reconduit par ses pairs pour un second mandat à la tête de l'organisation. Le point de la rencontre avec Anzelika Eoura. Fin de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO à Yamoussoukro. 2 jours de travaux, 14 pays présents sur 15. Des pays amis, le Tchad, le Burundi, l'Algérie et la France ont pris part à ce 42e sommet. Enfin, un communiqué final très prometteur pour l'émergence des pays de la sous-région. Ainsi, les États membres de la CEDEAO ont marqué leur engagement à lutter contre les crimes organisés, à poursuivre l'idéal de la libre circulation des biens et des personnes et aussi à se battre pour des populations en bonne santé. Le paludisme, fléau du continent en première ligne. Le communiqué demande une lutte sectorielle pour arriver à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Concernant le Mali, la mobilisation toujours de mise pour lutter contre le terrorisme, d'où les remerciements au Burundi et au Tchad. La conférence exprime sa profonde gratitude au gouvernement français pour son action décisive. La conférence exprime également sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple tchadien pour le témoignage exemplaire de solidarité dont ils font preuve à l'égard du Mali et pour leur attachement aux idéaux de l'Union africaine. L'élargissement à 15 au lieu de 12 membres de la commission de la CEDEAO, l'autre changement lors de ce 42e sommet. Pour lui permettre de poursuivre ses chantiers, le président Alassane Ouattara a été reconduit à la tête de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO pour 1 an. Et pour ce 2e mandat, le président Ouattara l'axe sur le développement économique. Avec une population de plus de 300 millions de personnes, essentiellement des jeunes, notre région peut réaliser des résultats économiques bien meilleurs et se hisser parmi les ensembles communautaires les plus performants dans le monde. Cette ambition commune au service de laquelle je voudrais placer mon 2e mandat nécessite des réformes importantes pour aider au renforcement de la performance de nos institutions et amener ainsi nos États membres à mettre en œuvre les dispositions communautaires catalyseurs de progrès. La crise au Mali, une autre préoccupation du président de la CEDEAO. Nous avons entériné la taille de la MISMA à 8000 hommes et son opérationnalité sur le terrain exige maintenant un budget de 950 millions de dollars, dont près de la moitié a été levé lors de la conférence des donateurs en Éthiopie en janvier dernier. Notre conférence invite donc tous les pays africains et tous nos partenaires à s'impliquer résolument dans le financement de la MISMA. Le président de la CEDEAO a aussi félicité la Guinée-Bissau, qui est maintenant sur la voie de la normalité institutionnelle.
L'heure est donc venue, selon le président Ouattara, de lever le plus tôt possible les sanctions contre ce pays. Fort donc du soutien des chefs d'État de la CEDEAO, le président en exercice a promis de travailler sans relâche pour bâtir une CEDEAO des peuples. Fin donc du sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO à Yamoussoukro. Mais le président nigérien, lui, reste encore pour 2 jours en Côte d'Ivoire. D'abord à Yamoussoukro, la capitale politique, où un accueil chaleureux lui sera réservé demain, et ensuite l'étape d'Abidjan. Visite d'État du président Goodluck Ebele Jonathan, président du Nigeria en Côte d'Ivoire, sera l'occasion de renforcer les relations multiformes et historiques qui existent entre les deux États, et aussi l'occasion d'examiner les sujets d'intérêt commun, ainsi que l'occasion d'examiner les problèmes de la sous-région ouest africaine. Un autre sujet qui fait aussi l'actualité, c'est bien l'audience de confirmation des charges dans l'affaire le procureur de la CPI contre Laurent Gbagbo. Après 10 jours d'échange entre les camps de l'accusation et la défense, c'est Laurent Gbagbo, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui a pris la parole. Il a profité de l'occasion pour critiquer la justice moderne pour ses camps retranchés, puisqu'il considère que la CPI aurait dû l'interroger pour répondre à certaines questions. Gbagbo a donc martelé qu'il a lutté toute sa vie pour la démocratie. La décision de la Chambre préliminaire est donc très attendue pour savoir s'il y aura ou non un procès. Des adieux publics hier, des adieux privés aujourd'hui. Après donc 8 ans de pontificat, Benoît XVI, maintenant pape émérite, se retire de la scène. Cet après-midi, il a quitté le Vatican pour Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes. Angelica Eora nous fait le point. Fini la soutane beige et les chaussons rouges. Départ anticipé pour Benoît XVI. Le Saint-Père l'avait annoncé le 28 février, il rendrait sa soutane. Le 265e souverain pontife de l'Église catholique a fait ses adieux aux fidèles, hier place Saint-Pierre. La dernière audience d'un pape qui, après 8 ans de pontificat, dit ne plus avoir la force d'exercer sa fonction. Benoît XVI est né Joseph Alois Ratzinger le 16 avril 1927 en Allemagne. Il fut évêque puis cardinal. En novembre 1981, il est nommé par Jean-Paul II, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Une charge qu'il occupera jusqu'à son élection comme pape le 19 avril 2005. Le premier pape allemand depuis la fin du pontificat de Victor II en 1057 sera très tôt taxé d'exercer sa charge d'une façon répressive. Plusieurs condamnations sous son pontificat, notamment celle de nombreux théologiens catholiques de grand renom. La vacance du Saint-Siège sera donc effective dès ce jeudi 20h. Benoît XVI ne changera pas de nom et continuera à s'appeler sa sainteté Benoît XVI, mais portera en plus le titre de pape émérite. Néanmoins, Joseph Ratzinger changera d'allure. Il portera une soutane blanche et selon la tradition, l'anneau papal en or qu'il avait reçu au début de son pontificat sera détruit. Exit aussi les chaussures rouges. Un conclave de près de 120 prélats sera chargé d'élire un nouveau pape. Il aura alors entre 15 et 20 jours pour se réunir. Le pape Benoît XVI se retire. Son successeur devra faire face à un vaste combat, celui du positionnement de l'Église par rapport à un monde occidental en perte de repères. Et les cloches du Vatican ont sonné cet après-midi pour annoncer le départ de Benoît XVI. Le pré-conclave des cardinaux se prépare et ensuite le conclave qui va accoucher d'un nouveau pape. Mais quel pape? Les supputations en tout cas vont bon train. On parle déjà d'un pape du tiers-monde ou même d'un pape africain. On verra bien dans quelques jours. Je vous le disais que l'actualité, une autre partie de l'actualité, c'est bien l'audience de confirmation des charges dans l'affaire le procureur de la CPI contre Laurent Gbagbo. Nous venons d'avoir les images après 10 jours d'échange entre les camps de l'accusation et la défense. Occasion pour l'ex-président de dire qu'il a lutté toute sa vie pour la démocratie. Tout de suite, écoutons un extrait de l'intervention de l'ex-président Laurent Gbagbo devant les juges de la CPI à La Haye. La démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qui est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate.
Madame, c'est parce que j'ai respecté la Constitution qu'on veut me mener ici. Alors, bon, je suis là, mais je compte sur vous. Le terrorisme qui commence à faire des vagues sur le continent africain, alors en Mauritanie, on se prépare à mieux lutter contre ce fléau et ce sont des soldats africains qui sont formés à connaître les rouages du terrorisme. Le coup d'envoi est donné par le chef d'état-major des opérations spéciales d'Africom, les forces armées américaines en Afrique. C'est lui qui dirige l'opération Flintlock en Mauritanie. Plus de 1000 soldats américains, africains et européens sont là pour des exercices bien précis, la lutte contre le terrorisme. Des manœuvres ont lieu pendant 3 semaines dans le sud du pays, tout près de la frontière avec le Mali. L'opération a été programmée avant l'intervention armée franco-africaine au Mali, mais les Américains reconnaissent aujourd'hui qu'il y a une nouvelle tactique. Côté mauritanien, l'on préfère insister sur un échange de savoir-faire. C'est pour nous une occasion de tirer profit de l'expérience des autres armées professionnelles. De notre côté, nous partageons notre compétence au niveau de la lutte contre le crime organisé dans le Sahel. Une mission commune pour un objectif commun, la sécurisation du Sahel. Une région menacée depuis des années déjà par les groupes islamistes armés et le trafic en tout genre. Les langues maternelles, nous en parlons dans l'interview de la rédaction. Quel est son impact, ou plutôt quel est l'impact réel sur le développement d'une nation? Est-il si important de parler sa langue maternelle? Franck Dio nous en parle. Aïe, aïe, aïe. Je suis navré, mais je ne comprends pas bien le guéri. Un cas, hélas, pas isolé. Ils sont plusieurs, comme le jeune Rodvi, à parler difficilement ou très peu, et même pas du tout leur langue maternelle, même si tous s'accordent à en reconnaître l'importance. De nos jours, nos enfants n'arrivent pas à parler notre langue. Bon, si vous ne savez pas parler votre langue, c'est que vous ignorez la culture de vos parents. Une personne qui connaît son ethnie peut facilement aider les autres qui sont déracinés, voilà, à pouvoir aimer leur propre culture plus ainsi développer un peu l'Afrique. Il est de plus difficile aujourd'hui d'envisager un quelconque développement sans apport de la langue maternelle. Sans langue et partant sans langage, il ne peut y avoir d'échange entre les communautés. Or, la notion de développement traduit d'abord un projet commun, ce qui suppose donc un échange permanent entre les membres de la communauté. La langue est support et la langue est expression du développement. L'impact de la langue sur le développement, il faut le situer à plusieurs niveaux. La langue en elle-même est un instrument et c'est ce que les êtres humains font de cet instrument. C'est donc cela qui va déterminer le résultat qu'on poursuit. N'empêche, on peut selon certains au niveau local améliorer les choses. Si l'État peut, chaque année, l'État peut surtout au niveau des écoles, soit 2 ethnies qu'on doit parler dans les écoles, pour pouvoir améliorer nos langues maternelles. Des propositions parmi tant d'autres, certaines rangées dans les tiroirs attendent d'être mises en œuvre, restent aussi et surtout aux citoyens à manifester le désir de s'en approprier. L'interview de la rédaction ouvre le débat. Quel est l'impact des langues maternelles dans le développement d'un pays? Notre invité est le président de l'Académie ivoirienne des langues maternelles. Bonsoir, Monsieur Adoua Kwasi. Bonsoir, madame. À quoi répond cette appellation Académie ivoirienne des langues maternelles? Merci, madame. Merci à TV2 de nous inviter sur ce plateau. Nous avons créé l'Académie ivoirienne des langues maternelles parce que nous avons constaté que tous les pays développés ont un instrument qu'on appelle l'écriture, qu'ils utilisent, et parce que Dieu a donné la parole et la pensée, et l'homme a créé l'écriture. Et tous ceux qui utilisent cette écriture-là sont pays développés. Malheureusement, nous on veut accéder au développement, mais on n'a pas l'écriture. Donc, on a créé l'Académie pour que nos langues
passent du stade de l'oralité à l'écrit pour être des instruments efficaces de développement. Combien d'années d'existence déjà de l'Académie? Nous sommes déjà à 5 ans d'existence et nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Oui, un petit bonhomme de chemin parce que c'est un long combat. Parce que ce qu'on remarque, les langues africaines évoluent dans un contexte dominé par l'oralité. Il n'y a pas d'écriture. Qu'est-ce que vous avez prévu à l'Académie pour que nos langues aient une écriture? D'abord, nous avons commencé à faire sortir de la folklorisation nos langues en permettant aux recherches effectuées par l'ILA d'être connues par les populations. Deuxièmement, nous sommes sur le terrain à Transuya, à Boaké. Nous avons ouvert des classes d'alphabétisation avec les enfants et les adultes, où les enfants sont les meilleurs aujourd'hui. À Boaké également, grâce à la langue, les populations cohabitent harmonieusement. Et à côté de cela, nous faisons des recherches. À côté des recherches, nous faisons aussi de la production des ouvrages pour aider les parents qui n'ont pas toujours la possibilité. Est-ce que ça marche réellement, M. Adoua? Parce qu'on se pose cette question, quel lectorat pour les livres en langue maternelle? Oui, c'est vrai que, comme disait quelqu'un, tout début n'est pas facile. Et il y a les Chinois qui disent que quel que soit le chemin à parcourir, l'essentiel c'est de faire le premier pas. Nous nous sommes convaincus de la noblesse de notre combat et nous ne devons pas lâcher prise, quelles que soient les difficultés, parce qu'on a beau emprunter le chemin de développement, tant qu'on n'embrassera pas, on ne prendra pas en compte les langues, eh bien, nous traînerons toujours les pas sur ce chemin-là, le chemin du développement. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous recherchons la cohésion sociale, nous cherchons la paix. Mais quelle paix véritable il peut y avoir si les Ivoiriens ne se connaissent pas? Si vous me paraissez étrange, il n'y a que la langue que nous allons parler qui va nous permettre de savoir que nous avons une histoire commune, nous avon des valeurs communes qui va briser ce mur de méfiance. Au lieu de parler la langue du blanc. Oui, au lieu de parler la langue du blanc. Parce que l'adage le dit, le revers de la main a beau vous servir, il ne peut le faire autant que votre paume. Ça veut dire que la langue maternelle, la langue française, malgré tout le bien qu'elle nous apporte, ne pourra jamais réussir à traduire nos réalités culturelles dans toute leur plénitude. Mais parler sa langue maternelle, quel impact même ça peut avoir sur la vie d'un individu? Mais parler sa langue maternelle... Et partant d'un pays même. Oui, je vais commencer d'abord par l'individu. Mais madame, quand quelqu'un parle sa langue maternelle, ou alors même le français, avec beaucoup d'aisance, mais ça vous fait plaisir. Alors pourquoi voulez-vous que ce soit seulement en français? Ça doit être la même chose pour nos langues. Donc d'abord, le plaisir qu'on en tire. Mais pour l'individu aussi, c'est un moyen d'éducation à travers nos proverbes, à travers nos contes, à travers les principes culturels que j'appelle les dogmes. Par le passé, quand vous voyez un enfant, un adulte venir avec un sac, si vous ne courez pas aller chercher, mais on dit que votre papa va tomber malade. Voilà, c'est la langue qui transmet tout ça. Mais pour notre pays, il n'y a pas, aujourd'hui, nous aspirons à l'émergence. Est-ce qu'il peut y avoir émergence s'il n'y a pas de santé? Or, aujourd'hui, la langue est un puissant moyen de sensibilisation des populations sur les fléaux. Aujourd'hui, la Banque mondiale a démontré que quand vous allez au Burkina Faso ou au Ghana, les campagnes de sensibilisation ont plus de succès que chez nous en Côte d'Ivoire parce que, par exemple, pour une campagne sur l'excision, eh bien, la vieille qui est reculée dans un village de la Côte d'Ivoire ne comprend pas ce qui se passe à la télévision, ne voit pas les panneaux publicitaires. Mais si la langue est dotée d'écriture et qu'on va vers elle pour lui exprimer les conséquences, pour lui donner les conséquences de l'excision dans sa propre langue, ça touche son cœur. Parce que Nelson Mandela le disait, parler à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, c'est parler à son esprit, mais dans sa langue maternelle, c'est parler à son cœur. Et pour terminer sur ce point, parce qu'il y a tellement de points, mais j'ai parlé aussi à côté de la cohésion sociale, de la santé, mais
la Banque mondiale a démontré qu'avec nos langues maternelles, les élèves sont les meilleurs à l'école. Et l'expérience a été démontrée partout. Aujourd'hui, on est en train de lutter pour relever le niveau scolaire. Alors, à partir de ce plateau, je voudrais dire qu'on ne doit pas chercher loin. L'école, sinon la langue maternelle, est une des solutions. Ça permet aussi d'exprimer. Il faut qu'on commence tôt alors. Voilà, nos confidences aussi. Je parlais même sur le terrain de football. Si nous avons une langue que l'adversaire ne comprend pas, il suffit de dire passe derrière lui dans la langue et puis bon, c'est gagné. Donc, demander à quoi c'est la langue, c'est un peu poser la question de savoir à quoi c'est. Je vais demander aux poissons qu'est-ce que le fait de vivre dans l'eau lui donne comme avantage. Oui, mais M. Kwasi, on comprend tout ce que vous dites là. Il faut qu'on aboutisse à l'écriture de nos langues maternelles. Mais quelle langue promouvoir quand, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a plus de 60 langues? Oui, c'est vrai qu'on a plus de 60 langues. Mais vous savez que notre pays n'est pas le seul à avoir plusieurs langues. Tous les pays qui ont pu se doter d'une langue maternelle sont partis, ont vécu la même situation que nous. Et moi, je pense que la question que vous me posez ressemble à celle qu'on pourrait poser à un enfant qui apprend d'abord à marcher, à s'asseoir, à qui on demande comment comment tu feras pour marcher à quatre pattes ou à courir. Nous avons plusieurs langues et depuis 1960, nos langues sont au stade de l'oralité. Je pense que ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de doter ces langues-là d'écriture, de les enseigner dans les régions. Et avec cette effervescence linguistique, nous allons progressivement passer à cette deuxième étape, celle qui consiste à penser à une langue, à une ou deux langues officielles pour accompagner le français. Sinon, nous sommes dans une période où ce serait vraiment difficile de parler. Oui, parce que chacun dira pourquoi pas le malin. C'est vrai que nous avons notre Moi, par exemple, je dirais pourquoi pas le malinqué. Oui, mais nous pensons que dans un premier temps, la langue étant l'âme de l'individu, l'âme de tout peuple, le véhicule de ses valeurs culturelles, il est bon que dans un premier temps, on lui enseigne cela pour que lui-même il soit un citoyen fier et digne. Et après cela, nous allons passer à la deuxième étape. Adoua Kwasi, vous êtes écrivain, chercheur. En tout cas, merci pour ce noble combat. On espère que votre appel sera entendu. Vous qui êtes un homme qui luttez, en tout cas pour la promotion des langues maternelles, ça suppose que vous devez parler beaucoup de langues. Oui, c'est vrai, on fait l'effort. Donc vous pouvez nous dire peut-être à bientôt, hein, c'est nous faux ou embêtés. Bon, c'est vrai que nous ne comprenons pas bien, mais on se frotte à toutes ces langues-là. Ouais. Et donc, en Sénoufo, par exemple, on pourrait dire Wapié, ou bien en Bété, on pourrait dire Agweni, par exemple, pour dire au revoir. Et dans ma langue maternelle, le bron, je pourrais dire Makrahon, ou bien Nyamema et Dafofro. Voilà. D'accord, Macron, M. Adoua Kwasi, on a compris et on vous souhaite en tout cas bon vent pour cette lutte qui est très noble. En tout cas, je voudrais vous demander de bien vouloir nous aider à interpeller les autorités et qu'elles sachent que nous menons le même combat et que l'arbre qui supporte seul la tempête finit par céder. Et donc, nous attendons leur coup de pouce. RTI2 reste à vos côtés et on espère en tout cas que votre appel sera entendu. Je pense que c'est déjà entendu. Et quant à vous, chers téléspectateurs, je vous souhaite une bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne que vous aimez.